Donc, bonsoir Monsieur Géano, merci beaucoup. On va retrouver Monsieur Courrier dans un instant, mais on va parler un petit peu immobilier avec vous parce que vous venez de sortir votre petit billet, on va s'appeler ça comme ça, de fin de premier semestre, un petit état des lieux du marché immobilier qui est plutôt encourageant. C'est pas la belle reprise, mais il se passe quelque chose visiblement. Hein. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Oui, le marché est en rebond depuis le dernier quadrimestre de l'année 2024. En effet, les acquéreurs bénéficient d'un contexte favorable, une baisse des prix de 8% entre 2023 et 2024, une baisse des taux d'intérêt d'1 point, et puis des vendeurs qui sont davantage enclins à accepter les négociations entre les prix affichés et les prix qui seront finalement actés. Donc vous dites, on n'est pas encore sur la voie du redressement, mais quelque chose est en train de bouger véritablement aujourd'hui. Ça rebondit, c'est pas encore suffisant, c'est pas encore exhaustif. On a des catégories d'acquéreurs qui sont encore écartés du marché, notamment les primo-accédants, ceux qui veulent devenir propriétaires pour la première fois, les investisseurs également qui sont échaudés au fil des années, même si de bonnes nouvelles pourraient poindre à l'avenir, mais ça va nettement mieux. Qu'est-ce qu'il faut regarder, surveiller dans les prochains mois finalement pour vous Alors, grands sujets d'interrogation? Le coût de l'argent, le coût de l'argent, les taux de crédit évidemment, qui se sont stabilisés au printemps autour de 3,10%, mais qui ont est dans ces zones aujourd'hui, 3,10% aujourd'hui. C'est ça, 3,10%, mais qui ont légèrement rebondi au mois de mai. Et c'est suffisamment important pour le souligner parce que ça fait 18 mois que les taux d'intérêt baissaient et au mois de mai, on a vu finalement un léger rebond. Et quand on voit le taux auquel l'État français emprunte, on peut se dire que peut-être que le niveau bas des taux d'intérêt et des crédits immobiliers est derrière nous. Donc là, on serait sur une inversion de tendance. On peut s'attendre en tout cas à un niveau bas derrière nous et peut-être une petite hausse dans les mois à venir. Donc, taux de crédit à surveiller, l'autre signe à surveiller peut-être dans les prochains mois? Les prix. Les prix, évidemment. Évidemment, qui font du surplace, mais qui sont dans certains endroits un peu orientés à la hausse. Mais avec le couple évolution des taux et prix, les prix devraient continuer à s'assagir ou en tout cas à rester à niveau bas. Bon, et c'est valable. Alors, est-ce qu'on se risque à une petite dichotomie Paris et Paris-Province? Alors, racontez-nous ce que vous voyez aujourd'hui finalement. Oui, alors Paris, le marché immobilier a repris les fondamentaux depuis maintenant 2 ans. Les prix ont bien baissé, la fluidité est de retour. On a une connexion entre les vendeurs et les acquéreurs. Dans les régions également, le marché qui était bloqué finalement, c'est celui de l'Île-de-France, où depuis 12 mois, on voyait les transactions qui n'aboutissaient pas, avec un écart trop important entre les attentes en termes de prix des vendeurs et les budgets des acquéreurs un peu plus contractés. Et là, grande nouvelle, depuis 3 mois, finalement, tout le monde se trouve d'accord. Il faut être 2 pour danser le tango. Les vendeurs l'ont bien compris. Ils ont des acquéreurs face à eux qui sont finançables. Et ils font également, eux, les efforts pour amener au bout les transactions. Sur Paris, je reviens à Paris parce que je voyais les chiffres. On est désormais revenu à 10 arrondissements au-dessus des 10 000 euros du mètre carré, 10 en dessous, véritablement. Donc là aussi, on a rétabli une on est bien loin des 11 000 euros du mètre carré qu'on a tutoyé. On est légèrement au-dessus de 9 500 euros du mètre carré. D'où la fluidité retrouvée sur le marché parisien. Où est-ce que les choses sont en train de s'emballer le plus du côté de la région aujourd'hui, véritablement? Est-ce qu'il y a des villes, des agglomérations, des métropoles qui se distinguent? Alors on voit évidemment que les sites balnéaires, le littoral attirent toujours les velléités d'achat. On a encore quand même... Malgré les poussées de chaleur, voilà, c'est un sujet que je voulais... Mais tout dépend des territoires. Les poussées de chaleur sur la Côte d'Azur ou en Bretagne ou en Normandie, on les vit un peu différemment. Donc justement, l'Aquitaine, la Bretagne, la Normandie, on voit en cette période de l'année beaucoup d'acquéreurs avec des projets d'acquisition, d'investissement locatif, de résidences secondaires. Vous ne voyez pas une espèce de grande transhumance qui se déplacerait du sud de la France pour se rapprocher du littoral atlantique aujourd'hui en termes d'achat, par anticipation de ces épisodes caniculaires qui vont se multiplier? Grande transhumance, on n'en est pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi qu'on voit une partie de têtes grises, de seniors migrer et aller vers la côte atlantique où le climat est plus doux et les prix également plus modérés. Bon, donc ce que vous dites en gros, si on synthétise, c'est qu'on relance progressivement des projets immobiliers qui avaient été gelés
en 2023 et 2024 qui commencent à se concrétiser maintenant. Voilà, on a attendu, on a fait le dos rond et maintenant on commence à sortir un peu de... Depuis le début de l'année, en 6 mois, sur la proportion des transactions qu'on a réalisées chez Laforêt, 30% sont des projets qui ont été relancés, initiés de nouveau, des Français qui avaient mis en stand-by leurs projets parce qu'ils trouvaient que les prix étaient trop élevés, que les taux d'intérêt étaient trop élevés, que les conditions d'accès au financement étaient trop difficiles. Mais on a quand même 70% des transactions qui se font sur des nouveaux projets. Les Français veulent devenir propriétaires, les Français veulent faire de l'investissement locatif et quand ils le peuvent, avoir une résidence secondaire. Les délais de vente sont globalement stables, 96 jours, vous dites, au plan national. Qu'est-ce que ça traduit, ça, fondamentalement ? 96 jours au 30 juin 2025, c'est exactement le même chiffre, un chiffre identique qu'on avait au 30 juin 2024 l'année dernière. Mais ça signifie simplement que les acquéreurs prennent toujours leur temps pour valider leur financement, pour valider leur choix, pour faire des devis pour les travaux, pour mettre en concurrence les logements, le cas échéant. Donc on est sous les 100 jours, c'est ce qu'il faut retenir, ce qui est signe d'un marché relativement fluide. Bon, le retour à la normale, est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez pour 2025, 2026, ou on est vraiment... il est vraiment trop tôt pour se prononcer finalement. Il est surtout difficile pour se prononcer de telle manière. Ce qui est certain, c'est qu'on voit un changement d'attitude chez les Français, chez les acquéreurs, qui maintenant compartimentent la vie politique de notre pays, la géopolitique internationale et leurs projets. Par le passé, dès qu'il y avait un changement de gouvernement, dès qu'il y avait des tensions, dès qu'il y avait des guerres, les Français se ruaient vers les kilos de sucre et vers les bouteilles d'eau. Et on voit que l'année dernière, le marché a repris dans un contexte de dissolution, dans un contexte de censure du gouvernement Barnier, dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis 3 ans. Donc les Français veulent vraiment réaliser leur projet et compartimenter la vie politique et la vie internationale. Et dans la mesure où nous allons entrer dans un contexte de campagne présidentielle, comment est-ce que vous voyez les prochains mois, vous, finalement, voilà, avec toute l'incertitude politique qui va subsister d'ici là, bien sûr, dans les 2 ans à venir, c'est quand même. Je dirais de la même manière. Ça peut refroidir quelques ardeurs, voilà, c'est un petit peu les. Non, de la même manière, on a des signaux qui sont positifs. Il y a 2 écoles, soit on se précipite pour boucler son achat avant un éventuel changement de majorité, soit on procrastine, on attend de voir comment les choses évoluent, voilà. Mais je crois que les Français, en tout cas nos acquéreurs, ne fonctionnent plus comme ça. Ils ont changé un peu leur logiciel. Ils regardent un contexte global de marché, de financement, de prix de l'immobilier, et la politique vient à côté, vient après. Il y a une sorte de défiance qui s'est installée vis-à-vis de la chose politique aussi. Il n'y a qu'à voir les changements de cap sur le diagnostic de performance énergétique très récent. Et puis de bonnes nouvelles qui arrivent peut-être sur le statut du bailleur privé pour relancer l'investissement locatif qui en a bien besoin. Puisque vous parliez du diagnostic de performance énergétique, on en parlait hier soir avec Marie-Cœur de Roy, qui est notre spécialiste IMO, qui nous disait on va rénover toiletter ce DPE pour faire sortir quelques 800 000 logements de la catégorie des passoires thermiques. Est-ce que vous dites que c'est de bonne loi et ça peut débloquer un marché encore aujourd'hui très congestionné? C'est une bonne chose pour celles et ceux qui cherchent un logement, qui veulent prendre un premier emploi, qui veulent poursuivre des études, qui veulent se rapprocher d'un proche pour les aider. Parce que ça, c'est facteur de tension sur les prix aujourd'hui, véritablement. Évidemment, évidemment. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça débloque une partie du marché. Mais le sujet de la transition et de la rénovation énergétique reste entier, il faudra l'aborder clairement, et là j'ai un peu le sentiment quand même qu'on a déplacé le tas de sable et on va s'y retrouver confronté dans quelques mois ou dans quelques années. Quand vous dites déplacer le tas de sable, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que simplement la rénovation énergétique du parc immobilier, il y a 37 millions de logements en France, on va devoir s'y attaquer, on sort d'une période de canicule, on voit bien qu'on a des sujets sur notre patrimoine immobilier et que d'un côté on gèle ou on supprime MaPrimeRénov'. De l'autre côté, on change un peu le thermomètre pour faire rentrer de nouveau 850 000 logements, mais il n'en demeure pas moins que le sujet énergétique, que le sujet de qualité de vie et de confort dans les logements, il va falloir à un moment ou à un autre s'y attaquer. Qu'est-ce que ça vous inspire justement la suspension? Alors suspension jusqu'en septembre, je crois, de MaPrimeRénov'. Comment est-ce que vous regardez quel message ça envoie pour vous? Un message d'instabilité, en tout cas c'est ce que nos clients nous disent dans les agences Laforêt. On les a engagés très fortement à faire de la rénovation énergétique. On va vous dire le système est victime de son succès d'une certaine façon, le dispositif est victime de son succès. Je ne crois pas vraiment qu'il soit victime de son succès. La rénovation énergétique du parc n'a pas avancé comme c'était escompté. Moi le problème que ça me pose, c'est qu'on supprime les aides, mais on garde les mêmes objectifs. Alors là on vient de changer les règles et le baromètre du DPE.
mais on l'appelle depuis longtemps à se reposer autour de la table avec toute la filière pour prendre des décisions et un calendrier qui soit tenable pour nos concitoyens. Question au sujet de MaPrimeRénov', puisqu'il y a quand même l'idée que fondamentalement, une rénovation totale d'un appartement coûte cher et que c'est forcément hors de portée financièrement de beaucoup de ménages. Voilà. Oui, il y a un reste à charge conséquent. Comment on résout cette équation En dizaines de milliers d'euros. Peut-être qu'il doit y avoir des campagnes avec des chantiers gagnants qui peuvent être sur les ouvrants, peut-être l'année d'après ou les 2 ans ou les 5 ans après aller sur les modèles de chauffage également, et peut-être aborder un plan national avec des travaux gagnants. Et les Français y verraient certainement plus de lisibilité et serait plus facile à convaincre. Aujourd'hui, on passe d'un bouquet de travaux à un monogeste, on change le DPE, on change la source d'énergie. C'est extrêmement compliqué pour un Français aujourd'hui de s'y retrouver, quand bien même il aurait la volonté d'intégrer la rénovation énergétique dans son projet. Pour finir, qu'on parle d'un public qui est toujours, alors le grand sacrifié dans l'histoire, c'est celui des primo-accédants. Vous dites que ça représente 1/3 des transactions chez vous aujourd'hui 1/3 des transactions chez nous, pour avoir un point de repère, en 2017, c'était 50% des transactions, et en quelques années, on est passé notamment d'un apport exigé de 10%, 10% du prix d'achat, à aujourd'hui un apport qui s'approche des 20%. Donc quand on sait qu'une transaction moyenne en France, c'est 240 000 euros, épargner 24 000 euros, c'est déjà une chose, mais qu'on doit épargner plus de 40 000 euros pour présenter son dossier à un établissement bancaire qui doit respecter des normes. Donc peut-on le reprocher à une banque ? Très compliqué. Peut-on le reprocher à une banque finalement ? On ne peut pas le reprocher à une banque, mais aujourd'hui on a d'une part l'accès au parc locatif qui est condamné parce qu'on a stigmatisé les investisseurs et les bailleurs, les primo-accédants, et qui on demande plus de garanties. Le parc social qui est également lui-même dans une impasse. Il va quand même falloir trouver une solution pour loger les Français. Et là encore, je pense qu'on aurait pu regarder les choses un peu différemment et demander à accorder en tout cas plus de souplesse aux primo-accédants, et peut-être dans l'ancien, leur donner accès au PTZ sans conditionner à une quantité de travaux extrêmement importante. Vous espérez que ce sujet du logement sera un des thèmes clés de ce thème si souvent oublié, si souvent négligé par les politiques, trouvera enfin une caisse de résonance à l'occasion de la campagne présidentielle. Comment est-ce que vous regardez le fait que ce sujet soit totalement absent des débats depuis tant d'années ? Alors que la question du mal logement est le point de départ de nombreux mots MAUX de notre société finalement aujourd'hui. Exactement, c'est au-delà de l'espoir. Aujourd'hui, les Français sont confrontés à des difficultés pour accéder à l'éducation, pour accéder à l'emploi, pour être aidants auprès de leurs proches. Et le socle commun de cette problématique, c'est le logement. Donc véritablement, le logement devient une clé de lecture, une clé de décision pour beaucoup de nos concitoyens, et ça s'invite évidemment dans le débat politique, et ce sera un point de décision important. Conclusion, le réseau Laforêt voit plutôt des signes positifs pour les prochains mois, d'ores et déjà. Voilà, c'est exactement. Ce qu'on et plus que des signes, on voit des chiffres positifs. On recrute toujours des conseillers immobiliers dans les agences ou pas ? C'est toujours une question qu'on se pose finalement. Avec un marché qui va mieux, oui, on recrute plus, on recrute du management intermédiaire, et puis on ne fait pas que de la vente au sein du réseau Laforêt, on fait de la vente, on fait de la location, on fait de la gestion locative, du syndic de copropriété, de l'immobilier commercial. Donc on a plusieurs métiers, on a besoin de management intermédiaire, on a besoin d'assistants, d'assistantes également. Donc oui, on recrute, on a toujours plusieurs centaines d'offres à pourvoir au sein du réseau Laforêt. Marché locatif qui resterait, on n'en a pas parlé, mais disons-nous un mot, qui reste quand même extrêmement tendu aujourd'hui. Là, vous voyez pas vraiment d'amélioration. Il est très tendu. Alors on est un acteur important de la location. On réalise 25 à 27 000 locations chaque année au niveau français. C'est vrai que ces primo-accédants qui ont du mal à se projeter sur l'achat, finalement, ils occupent plus longtemps leur logement, donc on voit moins de préavis qui sont déposés et moins d'investisseurs. Donc il est appelé à rester tendu, ce marché locatif. On est absolument. Tant qu'on ne donnera pas des garanties et une lisibilité et un respect à l'investisseur privé, on restera extrêmement tendu. Merci beaucoup Yann Giano, merci de passer nous voir ce soir, le président du réseau Laforêt avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup de passer nous voir ce soir sur BFM Business.